La veille de mes 18 ans, mon père a souri et m'a dit qu'il avait une grande surprise qui ferait enfin de moi un homme. Au matin, mes parents et mon frère étaient partis. Pas d'adieu, pas de téléphone, pas de certificat de naissance, juste une enveloppe bleu marine sur le comptoir de la cuisine avec 4 mots à l'intérieur, tu vas te débrouiller. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai dormi derrière des garages, j'ai mangé du beurre de cacahuète à même le pot, et j'ai construit une vie dont ils ne se sont jamais souciés. 12 ans plus tard, après que je sois devenu millionnaire, ils sont revenus en m'appelant leur famille. Mais ils avaient oublié une chose, j'avais gardé le mot. J'avais l'habitude de penser qu'avoir été abandonné signifiait que j'avais échoué en tant que fils. Il m'a fallu des années pour comprendre la vérité. Ils ne sont pas partis parce que j'étais faible. Ils sont partis parce qu'ils croyaient que j'allais me briser, revenir en rampant et leur donner raison. Ce qu'ils n'auraient jamais imaginé, c'est que je garderais le mot. Avant que nous n'entrions dans le vif du sujet, dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. Puis restez avec moi, car ce qu'ils attendaient de moi était pire encore que l'abandon lui-même. Mon père disait toujours, un homme se débrouille. Il le disait quand le chauffe-eau tombait en panne et que c'était moi qui tenais la lampe de poche pendant qu'il jurait sous l'évier. Il le disait quand mon frère aîné, Dake, avait un accident avec le camion et que, d'une manière ou d'une autre, je finissais par faire des heures supplémentaires après l'école pour aider à payer l'assurance. Il le disait quand je demandais si quelqu'un avait rempli le formulaire d'aide financière pour l'école professionnelle. Un homme se débrouille, Keren. C'était la réponse préférée de Harlon Voss à tout ce qui ressemblait à un besoin. J'avais 17 ans alors, le plus jeune fils, le silencieux, celui dont tout le monde supposait qu'il s'adapterait. Dake était bâti comme mon père et parlait comme lui aussi. Bruyant, sûr de lui, toujours pardonné. Avant même qu'il ait fini de s'expliquer, j'étais différent. Je remarquais les factures sur le comptoir. Je remarquais quand ma mère, Marabelle, coupait le liquide vaisselle avec de l'eau. Je remarquais quand l'activité de réparation de mon père ralentissait et que son tempérament s'irritait plus vite. Alors, j'ai travaillé après l'école dans un magasin de bricolage à l'extérieur de Wheeling. Je remettais la majeure partie de ma paie à ma mère chaque vendredi et faisais semblant de ne pas voir à quel point elle la glissait rapidement dans son sac à main. La veille de mes 18 ans, je suis rentré à la maison avec une odeur de sueur et d'huile de moteur. La maison était trop propre. Pas une propreté agréable, une propreté de vide. Comme si les gens avaient fait attention à ne pas laisser d'empreinte digitale. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait une enveloppe bleu marine pour Chiron. À ouvrir demain. L'écriture de ma mère. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû. Cela semble idiot maintenant, mais cette enveloppe a failli me briser. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il s'était souvenu. Pas une fête, je savais à quoi m'en tenir, mais une carte, quelques dollars, peut-être un mot disant qu'ils étaient fiers que j'ai atteint mes 18 ans. Ma mère m'a vu la regarder et s'est retournée vers l'évier. N'en fais pas toute une histoire, a-t-elle dit doucement. Je n'en fais pas une histoire, lui ai-je répondu. Dake a ri depuis l'embrasure de la porte. Le petit Kai croit qu'il va avoir une voiture. Je n'ai pas besoin de voiture, ai-je dit. Mon père est entré derrière lui, s'essuyant les mains sur un chiffon d'atelier. Ses yeux sont allés vers l'enveloppe, puis vers moi. Tu auras ta grande surprise demain, a-t-il dit. Il est temps que tu apprennes enfin ce que signifie être un homme. La façon dont il l'a dit m'a noué l'estomac, mais j'ai refoulé ce sentiment. Quand on grandit affamé d'approbation, on peut transformer presque n'importe quoi en espoir. Cette nuit-là, la maison s'est animée autour de moi de petits bruits étranges. Des portes de placard qui se fermaient. Des bruits de pas près de la pièce du fond. Ma mère qui chuchotait, une portière de camion qui claquait une fois, puis une autre. J'étais allongé dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, me disant qu'il préparait quelque chose. Peut-être était-il gêné d'être gentil devant moi. Au matin, la maison était silencieuse. Pas de cafetière qui clique, pas de télévision dans le salon, pas de Dake qui tape du pied dans le couloir, pas de camion de mon père qui tousse dans l'allée. J'ai appelé, maman, rien. J'ai marché de pièce en pièce, pieds nus. Le placard de mes parents était vide. La chambre de Dake était entièrement vidée. La photo de famille encadrée qui était accrochée dans le couloir avait disparu, laissant un rectangle pâle sur le mur. Dans la cuisine, l'enveloppe était toujours sur le comptoir. Mes mains étaient raides quand je l'ai ouverte.
Il n'y avait pas de carte d'anniversaire à l'intérieur, pas d'argent liquide, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, juste une feuille de papier pliée. Tu vas te débrouiller. En dessous, de l'écriture carrée de mon père, il y avait une ligne de plus, joyeux 18 ans. Maintenant, sois un homme. J'ai lu cela 3 fois avant que les mots ne fassent sens. Puis j'ai remarqué la bougie en plastique à côté. Un chiffre 18, encore dans son petit emballage jamais ouvert. J'ai essayé de les appeler. Mon téléphone indiquait qu'il n'y avait pas de réseau. J'ai essayé d'hacker, déconnecter. J'ai frappé à la porte des voisins, mais Madame en lit a regardé à travers le rideau et n'a pas répondu. Au coucher du soleil, j'étais assis sur le sol de la cuisine, ce mot à la main, écoutant la maison travailler autour de moi comme si elle avait déjà oublié ma présence. Vous est-il déjà arrivé qu'une personne que vous aimez s'en aille sans vous donner de raison? Parce que, pour être honnête, le silence peut faire plus de mal que la vérité. Cette nuit-là, je croyais encore qu'il devait y avoir une explication. Je ne savais pas encore que ma famille n'était pas seulement partie. Ils avaient planifié chaque étape. Au lever du soleil, j'avais dormi peut-être 20 minutes. J'étais toujours sur le sol de la cuisine quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Pas un coup doux non plus. 3 coups violents, le genre de coup qu'une personne donne quand elle sait déjà qu'elle a une mauvaise nouvelle et veut en finir au plus vite. Je me suis levé trop vite et j'ai dû me cramponner au comptoir. Pendant une seconde stupide, j'ai cru que cela pouvait être mon père. Peut-être était-il revenu pour me dire que j'avais réussi l'épreuve cruelle qu'il avait inventée. Peut-être qu'il frapperait le cadre de la porte et dirait, « Tu vois, tu t'es débrouillé seul. » Mais c'était Orson Pike, notre propriétaire. Il se tenait sur le porche dans une veste de travail marron, serrant un papier plié contre sa poitrine. Il a regardé derrière moi dans le salon vide et sa bouche s'est crispée. « Keren, a-t-il dit, tes parents ne t'ont pas parlé ?» Mon estomac s'est noué avant même qu'il ne finisse. Il a déplié le papier et m'a montré la résiliation du bail. La signature de mon père était en bas. Celle de ma mère aussi. Ils avaient donné leur préavis 3 semaines plus tôt. 3 semaines. Pendant que je leur donnais de l'argent pour les courses, pendant que je dînais en face d'eux, pendant que ma mère déposait cette enveloppe bleue sur le comptoir. « Tu as jusqu'à vendredi », a dit Orson. Il n'était pas cruel. C'est presque ce qui rendait les choses pires. J'ai déjà une autre famille de prévu. Je viens d'avoir 18 ans, ai-je dit. Il a détourné le regard. Je sais. C'est tout ce qu'il a dit. Je sais. Après son départ, j'ai verrouillé la porte et j'ai commencé à tout vérifier comme un homme essayant de prouver qu'un incendie n'est pas réel alors que la fumée remplit la pièce. Mon téléphone n'avait pas de réseau. Je l'ai redémarré 2 fois, puis une 3e, fixant les petites barres comme si une prière pouvait les faire revenir. Rien. Plus tard, j'ai appris que le forfait familial avait été coupé à minuit 1. Pile au moment où mon anniversaire commençait. Ma carte de débit a été la suivante. J'ai marché jusqu'à la station-service sur Main Street, celle avec le distributeur automatique fissuré près du distributeur de soda, refusé. J'ai réessayé, refusé. Le commis m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture comme si je lui faisais perdre son temps. De retour à la maison, j'ai ouvert le tiroir du couloir où nous gardions les papiers importants. Le dossier était là, mais mon certificat de naissance avait disparu. Ma carte de sécurité sociale, disparue. Mes dossiers scolaires, disparus. Même la petite enveloppe d'économie que j'avais cachée derrière de vieux manuels d'appareils électroménagers était vide. Ils ne m'avaient pas laissé derrière eux par accident. Ils avaient d'abord coupé toutes les cordes. En fin de matinée, j'ai marché jusqu'à l'école parce que je ne savais pas où aller d'autre. Je n'avais pas prévu de me présenter le jour de mon anniversaire avec les yeux rouges et la chemise de la veille, mais la fierté devient un luxe quand on a besoin d'aide. Lana Rusk, la conseillère d'orientation, m'a fait entrer dans son bureau et a fermé la porte. Elle a ouvert mon dossier, puis s'est figée. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé. Elle a lu quelque chose sur l'écran et son visage a changé. Pas de la stupeur exactement, plutôt l'attitude d'une personne essayant de ne pas montrer son choc. « Tes parents ont envoyé un email la semaine dernière », a-t-elle dit prudemment. « Ils ont écrit qu'après ton anniversaire, tu t'occuperais de tes propres conditions de logement. » Conditions de logement. C'est ainsi qu'ils appelaient cela. Pas un abandon.
Pas le fait de laisser son fils dans une location vide. Des conditions de logement. Madame Rusk a imprimé l'email sans que je le lui demande. Elle m'a également donné des numéros de téléphone pour des refuges, de l'aide à l'emploi et de l'aide juridique. Ses mains étaient stables, mais sa voix s'est adoucie lorsqu'elle a dit « Garde des copies de tout, Keren ». J'ai plié ces papiers et les ai mis à l'intérieur de ma veste avec le mot. Cet après-midi-là, je suis reparti à travers le quartier plus lentement qu'auparavant. Quelques maisons avaient des drapeaux devant chez elles. Quelqu'un tondait sa pelouse. Un chien aboyait derrière une clôture. Tout semblait normal, ce qui me paraissait presque insultant. Ma vie entière venait d'être ravagée, et la rue ne s'interrompait même pas. J'ai passé une dernière nuit dans cette maison. Il ne restait plus de lit, alors j'ai dormi contre le mur dans mon ancienne chambre. Le tapis avait des carrés plus clairs là où se trouvaient les meubles autrefois. En bas, la cuisine sentait la poussière et le café froid. Je n'arrêtais pas de me réveiller en croyant entendre ma mère s'activer, mais ce n'était que les tuyaux. Le vendredi matin, avant qu'Orson ne vienne changer les verrous, j'ai emballé ce qui tenait dans mon sac à dos. 2 chemises, une paire de chaussettes, mon tablier de travail du magasin de bricolage, l'enveloppe bleue, le mot, l'email imprimé de l'école. Puis j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai logé chez un ami pendant 2 nuits. Ses parents ont été gentils au début, mais la gentillesse devient nerveuse lorsqu'elle s'accompagne d'une responsabilité. Le 3e matin, sa mère a préparé du pain grillé et a dit « Mon chéri, nous ne pouvons tout simplement pas nous mêler des histoires de famille. » Histoire de famille. Je l'ai remercié parce que je n'avais nulle part ailleurs où déverser ma colère. After that, j'ai appris ce que c'était que de vivre dehors. J'utilisais les ordinateurs de la bibliothèque publique pour postuler à des emplois. Je me lavais le visage dans les toilettes d'une station-service et je l'essuyais avec le revers de ma manche. Je mangeais des crackers et du beurre de cacahuète dans un pot en plastique parce que cela ne nécessitait pas de cuisson et se conservait plus longtemps que du pain. Une nuit, j'ai dormi à la gare routière jusqu'à ce qu'un agent de sécurité me dise de circuler. Une autre nuit, la pluie m'a poussé derrière un vieux garage, sous une étroite bande de toit qui protégeait à peine mes chaussures de l'eau. J'étais assis là, les genoux repliés, serrant ce mot plié. Tu vas te débrouiller. Pendant un temps, j'ai cru que ces mots étaient un défi. Puis j'ai compris ce qu'ils étaient réellement. Une porte claquée. Pourtant, j'ai gardé le mot. Non pas parce que je voulais me souvenir, mais parce qu'à ce moment-là, j'avais compris une chose que la plupart des enfants ne devraient jamais avoir à apprendre. Les gens mentent. Le papier, non. Vous a-t-on déjà laissé nettoyer un gâchis que quelqu'un d'autre avait planifié? Parce que ce genre de trahison ne fait pas seulement mal. Elle vous apprend à garder des preuves. Cette nuit-là, je me suis endormi derrière ce garage, affamé et honteux, sans savoir que l'homme à l'intérieur deviendrait pour moi un père bien plus véritable que le mien ne l'avait jamais été. Je me suis réveillé au bruit d'un cliquetis métallique. Au début, j'ai cru que c'était la pluie qui frappait le toit au-dessus de ma tête. Puis, une porte de garage enroulable a grincé en s'ouvrant et la lumière grise du matin s'est déversée sur le sol. Un homme se tenait là, en bottes de travail, une tasse de café à la main. Il était plus âgé, large d'épaules, avec des cheveux argentés coupés courts et un visage qui semblait avoir passé sa vie à plisser les yeux dans la fumée des moteurs. « Tu dors là exprès ?» a-t-il demandé. Je me suis redressé trop vite, embarrassé avant même d'être tout à fait réveillé. Je m'en vais. Je n'ai pas demandé ça. J'ai ramassé mon sac à dos, essayant d'empêcher le pot de beurre de cacahuète de rouler par terre. Je ne vole rien. Il a regardé mes chaussures, puis l'enveloppe bleue qui dépassait de la poche de ma veste. Quand as-tu mangé pour la dernière fois? Hier. Il m'a lancé un regard qui disait qu'il n'en croyait rien. Ton nom? Keren. Roscoe Bell. Il a pointé l'intérieur du garage du doigt. Balaie la première travée. Ne touche pas aux outils. 20 $. J'aurais dû lui dire merci. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête comme s'il venait de me proposer un contrat commercial. Cela comptait pour moi. Il ne m'avait pas appelé, pauvre gamin. Il ne m'avait pas demandé toute ma triste histoire. Il m'avait donné du travail. J'ai balayé ce sol comme si ma vie en dépendait, parce que d'une certaine manière, c'était le cas. Vers 10 heures, il a posé une assiette en carton sur un vieux présentoir à pneus. Des œufs, du pain grillé et un café avec trop de sucre.
Je n'ai pas d'argent pour ça, ai-je dit. Tu en auras si tu te présentes demain. La voix de mon père a résonné dans ma tête, un homme ne m'en dit pas d'aumône. Roscoe a dû le lire sur mon visage. Avoir besoin d'un petit déjeuner ne fait pas de toi moins qu'un homme, a-t-il dit. Laisser un gamin mourir de faim, oui. J'ai baissé les yeux vers l'assiette parce que je ne maîtrisais plus mes expressions. C'est ainsi que tout a commencé. Pas par un sauvetage, mais par un balai. Roscoe connaissait un propriétaire de restaurant près de l'autoroute qui cherchait un plongeur pour les services de nuit. Il m'y a accompagné après le déjeuner. Il a dit au gérant, il travaille dur. Ne lui parle pas de haut. J'ai lavé de la vaisselle jusqu'à ce que mes mains se gercent. J'ai dormi partout où je le pouvais. Certaines nuits, je payais pour un box de stockage et je me reposais contre des cartons qui ne m'appartenaient pas. D'autres matins, je me douchais au 1K, je me changeais dans une cabine, puis j'allais à la bibliothèque publique pour postuler à de meilleurs emplois. J'ai gardé chaque reçu, ticket de bus, savon, beurre de cacahuète, gants de travail, copie de l'email de l'école, document du bail, le mot. Roscoe a vu mes dossiers un soir alors que j'étais assis dans un coin du garage à classer mes papiers par date. Tu as l'intention de poursuivre la terre entière en justice, a-t-il demandé. Non, ai-je dit. Je n'aime juste pas que les gens disent que des choses ne se sont pas produites. Il a hoché la tête lentement. Les gens malins qui font des choses l'aident compte sur le fait que tu auras trop honte pour garder des preuves. Je ne savais pas encore que lui aussi en garderait des preuves. Au cours des années suivantes, il m'a appris tout ce qu'il pouvait. Comment changer des courroies? Comment écouter un compresseur en train de lâcher? Comment arriver 10 minutes en avance et laisser un endroit plus propre que je ne l'avais trouvé? Quand j'ai obtenu ma certification en CVC, chauffage, ventilation, climatisation, il a fait comme si ce n'était rien, mais il a fermé le garage plus tôt et a acheté des travers de porc dans un restaurant au bord de la rivière. À 23 ans, j'ai acheté une camionnette d'intervention d'occasion avec un chauffage qui ne fonctionnait que sur la puissance maximale. À 25 ans, j'avais des contrats réguliers avec 2 immeubles résidentiels. À 27 ans, j'ai embauché mon premier assistant, un gamin qui me rappelait trop moi-même pour que je l'ignore. J'ai nommé l'entreprise True-Line Maintenance parce que je voulais une chose dans ma vie qui file droit. L'argent est venu lentement au début, puis plus rapidement. Dépannage d'urgence, contrat pour des résidences seniors, entrepôts, vieux bâtiments avec de vieux problèmes, et des gestionnaires qui avaient besoin de quelqu'un qui réponde réellement au téléphone. Les gens me disaient fort. En réalité, j'avais été acculé à devenir capable. Le jour où mes comptes ont enfin dépassé les 7 chiffres, je suis resté assis seul dans mon bureau après le départ de tout le monde. La vieille boîte à outils de Roscoe était sous la fenêtre. À l'intérieur se trouvait l'enveloppe bleue, le mot et cette bougie en plastique du chiffre 18 que je n'avais jamais utilisé. J'aurais dû ne ressentir que de la fierté. Au lieu de cela, j'ai pensé à ma famille et j'ai réalisé qu'ils ne s'étaient pas une seule fois souciés de savoir si j'étais en vie. Les gens me disaient fort parce que personne ne voyait que je n'avais pas d'autre choix. Auriez-vous pu survivre à ce que j'ai traversé à 18 ans, 12 ans après leur disparition? Un seul email est arrivé dans ma boîte de réception et a rouvert chaque blessure que je croyais avoir enterrée. L'email est arrivé un mardi soir, après que tout le monde chez True-Line fut rentré chez soi. J'étais resté tard pour revoir les plannings d'entretien de 3 complexes d'appartements et d'une résidence pour seniors près de Bridgeport. C'était du travail ordinaire, inspection de chaudière, rotation d'appels d'urgence, approbation des fiches de paie, le genre de tâches qui rendaient ma vie solide. Mon ordinateur portable a émis un signal sonore alors que je tendais la main vers mon café. Objet, tu es toujours notre fils. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté assis là, les mains encore sur ma tasse, fixant ces effilés mots comme s'ils étaient entrés dans la pièce sans y être invités. L'expéditeur était Marabelle Voss, ma mère. 12 ans de néant. Pas une carte d'anniversaire, pas un appel, pas un message transmis par qui que ce soit. Pas de « es-tu en vie ?» Pas de « où as-tu dormi ?» Pas de « nous avons fait une terrible erreur ». Et maintenant, soudainement, j'étais toujours leur fils. La raison pour laquelle ils m'avaient retrouvé n'était pas difficile à deviner. Une semaine plus tôt, j'avais accordé un entretien à un podcast d'affaires locales. C'était censé parler de travail manuel, d'apprentissage et de la façon dont True-Line aidait les jeunes qui sortaient des foyers d'accueil ou qui se retrouvaient à la rue sans aucun projet. Je n'avais pas nommé ma famille.
Il n'avait pas donné d'adresse. Je n'avais pas mis en scène ma douleur pour attirer l'attention. Tout ce que j'avais dit, c'était, à 18 ans, j'ai appris ce que cela fait quand personne ne répond à votre appel, alors j'ai construit une entreprise dont le cœur de métier est de répondre. L'extrait s'est propagé mais plus vite que prévu. Les commentaires ont afflué de la part d'inconnus, d'hommes plus âgés, de mères célibataires, de vétérans, de personnes qui avaient été rejetées, abandonnées, mises à la porte ou à qui l'on avait dit trop tôt qu'elles devaient se débrouiller seules. Pendant quelques jours, je me suis senti presque compris. Puis l'email de ma mère est arrivé. Je suis rentré chez moi avant de le lire. Je ne voulais pas que mon bureau soit associé à ce souvenir. J'ai fermé à clé, vérifié la porte arrière comme je le faisais toujours, puis j'ai traversé la rivière en voiture, la radio éteinte. À la table de ma cuisine, je l'ai enfin ouvert. Keren, j'ai vu ton interview. Je n'avais aucune idée que tu te sentais ainsi. Ton père et moi aimerions parler. Il y a des choses que tu ne comprends peut-être pas concernant cette époque. Les familles traversent des moments difficiles. Et parfois, les gens font des choix qu'ils regrettent. Tu es toujours notre fils. Avec amour, maman. C'était tout. Pas d'excuses. Pas de mention de l'enveloppe bleue. Pas de mention de la maison vide. Pas de mention du bail, du téléphone, des documents manquants, des nuits passées à manger du beurre de cacahuète dans un pot derrière des bâtiments qui sentaient la pluie et l'huile. Juste, des choses que tu ne comprends peut-être pas. Cette phrase a fait plus de dégâts que je ne l'aurais cru. Elle laissait entendre que j'avais mal interprété mon propre abandon. Avant que je puisse décider de ce qu'il fallait faire, un autre message est arrivé. Celui-ci venait de Daké, petit frère, j'ai regardé le podcast. Je suis fier de toi. J'ai beaucoup pensé à toi. Je sais que les choses ont dérapé. Peut-être qu'on pourrait se parler un de ces jours. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai frotté mes deux mains sur mon visage. Le message de Daké faisait mal différemment. Ma mère donnait l'impression d'écrire à un cousin éloigné après une réunion de famille. Daké semblait presque humain. C'était dangereux, parce qu'une partie de moi voulait toujours un frère. C'est la partie que les gens ne comprennent pas toujours. Quand la famille vous blesse, l'amour ne disparaît pas sur commande. Il s'enterre simplement sous la prudence, la colère et le bon sens. Mais parfois, une seule phrase peut aller le chercher au fond de vous. Je n'ai pas répondu cette nuit-là. Le lendemain après-midi, j'ai appelé ma thérapeute, Mélissa, et j'ai lu les 2 emails à haute voix pendant notre séance. Son bureau sentait la tisane de camomille et les vieux livres, comme toujours. J'étais assis sur la chaise près de la fenêtre, essayant de paraître détaché et n'y parvenant pas. Mélissa a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a dit, la curiosité n'est pas le pardon, et le contact n'est pas la réconciliation. Je le sais. Et toi? J'ai détourné le regard. Elle est restée silencieuse un moment, puis a demandé, qu'est-ce qui a changé après 12 ans? Cette question m'a habité plus longtemps que les emails eux-mêmes. Pendant 10 jours, je n'ai rien fait. Je me suis rendu sur les chantiers. Je ai validé des devis. J'ai pris des nouvelles de Boone, l'un de mes jeunes techniciens, après qu'il eut raté une intervention d'entretien et s'attendait à ce que je le licencie pour cela. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai demandé de m'expliquer son erreur et de la corriger. C'est ainsi que j'ai su que je n'étais pas mon père. Le 10e soir, j'ai répondu à Daké par une seule phrase, « Qu'est-ce qui a changé ?» Sa réponse est revenue en moins d'1 heure. Il disait que le podcast lui avait fait voir les choses différemment. Qu'il avait été jeune. Qu'il ne savait pas à quel point cela avait été difficile pour moi. Qu'il s'était toujours demandé où j'étais mais n'avait jamais su comment me contacter. Que voir ce que j'avais bâti le rendait fier. Une partie de tout cela semblait sincère. Une autre semblait répétée. Puis, au fil des jours suivants, de petits détails ont commencé à filtrer. L'entreprise de papa tournait au ralenti. Maman avait des factures médicales. La maison avait du retard de paiement. Daké avait maintenant sa propre famille et les temps étaient durs. Il ne demandait rien, disait-il. Les gens disent toujours cela juste avant de demander. Ma mère a envoyé des photos après cela. Des anciennes, sorties à la plage, matin de Noël. Une photo de Daké et moi debout à côté d'un bonhomme de neige. Tous les deux avec des gants rouges, écrivait-elle. Nous avons eu de bons moments,
mon chéri. J'ai étudié ces images pendant un long moment. Elles ressemblaient à des pièces à conviction d'une famille à laquelle j'aurais rendu visite une fois, pas à une vie que j'avais vécue. Parfois, les personnes qui vous font le plus de mal sont les premières à s'attribuer le mérite de votre survie. Qu'auriez-vous dit si quelqu'un avait disparu pendant 12 ans pour ne revenir qu'une fois votre succès assuré? Je voulais des réponses. Une petite part stupide de moi voulait encore une famille. Au lieu de cela, j'ai trouvé la première fissure dans un mensonge qui durait depuis 12 ans. Je n'ai pas accepté de voir Dake tout de suite. J'ai attendu 3 jours, puis 4. J'ai continué à travailler parce que le travail m'avait sauvé bien avant que la thérapie ne me donne les mots pour ce qui s'était passé. Les chaudières tombaient toujours en panne. Les locataires avaient toujours besoin de chauffage. Mon équipe avait toujours besoin de planning, de pièces et d'un patron qui réponde au téléphone. Mais chaque fois que ma boîte de réception s'actualisait, je me sentais à nouveau comme si j'avais 18 ans, debout dans cette cuisine vide. Finalement, j'ai dit à Dake que je le rencontrerais dans un restaurant au bord de l'autoroute, à mi-chemin entre chez lui et Wheeling. Lieu public, en plein jour, sans les parents, a-t-il répondu en moins de 5 minutes. Parfait. Merci, petit frère. Je détestais que le mot frère trouve encore un écho en moi. Le restaurant était le genre d'endroit avec des banquettes en vinyle, du café léger et des tartes tournant lentement dans une vitrine en verre. Je suis arrivé tôt et j'ai choisi une table d'où je pouvais voir la porte. Les vieilles habitudes ne demandent pas la permission avant de ressurgir. Dake est entré avec 10 minutes de retard. Il paraissait plus vieux que je ne m'y attendais. Il avait pris du poids au niveau du ventre et sa ligne de cheveux avait reculé, mais sa démarche était la même. Épaules en avant, menton relevé. Un homme qui essayait d'avoir l'air confiant avant de l'être. Il s'est arrêté en me voyant. Keren. Je me suis levé, mais je ne l'ai pas serré dans mes bras. Il l'a remarqué. Son visage s'est crispé. Puis il s'est assis en face de moi. Pendant un moment, nous avons parlé comme des inconnus. Du temps, de la circulation, de son travail dans l'entreprise de rénovation de papa. De mon entreprise. La serveuse a versé du café 2 fois avant que l'un de nous ne dise quoi que ce soit de réel. Puis Dake a entouré sa tasse de ses 2 mains et a baissé les yeux. « Je suis désolé », a-t-il dit. Je sais que ça ne répare rien, mais je le suis. J'ai étudié son visage. La honte était là. Je pouvais la voir. Mais la honte peut s'installer dans une pièce sans pour autant se transformer en honnêteté. « Tu savais qu'il partait ?» ai-je demandé. Sa mâchoire s'est contractée. Pas au début. Ce n'est pas une réponse. Il a frotté son pouce contre l'anse de la tasse. Je l'ai su vers la fin. Papa a dit que tu avais besoin d'un coup de pouce. Maman a dit que tu avais des amis. Ils m'ont dit que tu voulais rester. J'ai failli rire, mais je n'avais aucune envie de rire. Je voulais rester dans une maison sans meubles, sans téléphone et sans certificat de naissance. Dake a fermé les yeux. Ils ont dit que tu avais un projet. J'avais 17 ans. Tu as toujours été le plus indépendant. C'était là. La vieille phrase de famille déguisée en compliment. Je me suis adossé. Non, j'étais utile. Il y a une différence. Il n'a pas argumenté. Alors je lui ai raconté, sans drame. Pas pour le punir, juste simplement. Je lui ai parlé de la gare routière, du lavabo de la station-service, du pot de beurre de cacahuète, de la bibliothèque publique. De la première fois où je m'étais endormi derrière le garage de Roscoe et où je m'étais réveillé en me demandant si quelqu'un savait seulement si je disparaissais. Le visage de Dake a changé à mesure que je parlais. Il a blêmi. Je ne savais pas, a-t-il chuchoté. Tu étais assez grand pour aider à charger le camion de déménagement, ai-je dit. Étais-tu assez grand pour demander où j'allais dormir? Il a fixé la table. La serveuse est passée et a demandé si nous avions besoin d'autre chose. Ni l'un ni l'autre n'avons répondu assez vite, alors elle a laissé l'addition et s'en est allée. Cela aurait dû être la fin, mais le silence rend certaines personnes nerveuses, et Dake n'avait jamais été doué pour faire face à sa propre culpabilité. Il a dit très doucement, « Nous pensions tous que tu reviendrais en rampant. » La phrase est tombée entre nous comme un poids lourd. Je l'ai regardé un long moment. Non pas parce que je ne comprenais pas, mais parce que je ne comprenais que trop bien.
Il ne s'était pas demandé si j'étais en sécurité. Il ne m'avait pas imaginé affamé. Il ne m'avait pas représenté dormant avec mon sac à dos sous la tête. Il m'avait imaginé en train de me briser. Il l'avait attendu. Je me suis levé, j'ai sorti 2 billets de 20 de mon portefeuille et les ai posés sur la table. Dake a tendu la main vers moi. Keren, attends. J'ai attendu, ai-je dit. 12 ans. Je suis rentré chez moi en voiture, la radio éteinte. Lorsque je suis arrivé à mon appartement, il y avait un message vocal de Marabelle. J'aurais dû le supprimer. Au lieu de cela, j'ai écouté. Sa voix tremblait au début. Elle a dit qu'elle était fière de moi. Qu'elle avait toujours su que j'étais spécial. Que les mères savent ces choses-là. Puis je l'ai rappelé. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une part de moi voulait encore entendre une seule phrase nette. J'ai demandé, pourquoi m'avez-vous laissé? Elle a pleuré plus fort. Nous nous noyions, Keren. L'entreprise de ton père s'effondrait. Nous ne pouvions plus nourrir tout le monde. Tu étais intelligent. Tu étais fort. Nous pensions que tu obtiendrais de l'aide. Les services sociaux. Peut-être la famille d'un ami. Nous pensions que ce serait peut-être mieux pour toi. Mieux? Ce mot m'a fait fermer les yeux. Vous pensiez que la rue, c'était mieux. Nous avons fait du mieux que nous pouvions. Non, ai-je pensé, c'est ce que disent les gens lorsqu'ils veulent que la discussion s'arrête avant que la vérité ne commence. J'ai raccroché avant que ma voix ne se brise. Le lendemain matin, Arlon m'a contacté pour la première fois. Pas de bonjour, pas d'excuses, pas de questions sur ma vie. Juste un long email concernant les dettes, les factures médicales, les difficultés professionnelles, les impayés d'impôts, et la façon dont la famille était censée se serrer les coudes quand les temps devenaient durs. Joint en bas de page se trouvait un formulaire bancaire. Mon nom était déjà dactylographié sur la ligne du garant. Il ne manquait plus que ma signature. Sa dernière phrase disait « Un homme prend soin de son sang ». J'ai fixé cette ligne jusqu'à ce qu'elle devienne floue. Puis j'ai répondu par une seule phrase « Étais-je de ton sang quand je dormais derrière le garage de Roscoe ?» Il n'a pas répondu. J'ai transféré le tout à ma thérapeute et je suis resté assis dans mon bureau bien après la tombée de la nuit, incapable de bouger. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que je comprenais enfin la forme du piège. Si j'aidais, je trahissais le garçon qu'ils avaient laissé derrière eux. Si je refusais, ils me traiteraient de froid, d'égoïste, d'ingrat. Vous a-t-on déjà qualifié d'égoïste pour vous être protégé de personnes qui ne se souvenaient de vous que lorsqu'elles avaient besoin de quelque chose? Parce que ce genre de culpabilité peut vous poursuivre pendant des années. À ce moment-là, j'avais compris que ces retrouvailles n'avaient rien à voir avec une guérison. C'était une question d'influence et de chantage. Mais la dernière étincelle d'espoir en moi n'est pas morte cette nuit-là. Elle est venue de quelqu'un que je connaissais à peine. La femme de Dake, Varity. Varity n'a pas téléphoné en premier. Elle a envoyé un court email à mon adresse professionnelle un jeudi en fin d'après-midi, au moment même où je finalisais une commande de pièces pour la réparation de la chaudière d'une maison de retraite. Keren, je suis l'épouse de Dake. Je sais que tu ne me connais pas, et je comprends tout à fait si tu ne veux pas répondre, mais il y a des choses que je pense que tu mérites de voir. Je préfère ne pas te les envoyer sans prévenir. Pourrions-nous nous rencontrer dans un endroit public? Pas de Dake. Pas de parents. Varity. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé mon ordinateur portable. À cette époque, j'avais appris à ne pas confondre chaque porte ouverte avec la sécurité. Pourtant, quelque chose dans sa formulation semblait différent. Elle ne réclamait pas d'argent. Elle ne parlait pas de pardon. Elle ne m'appelait pas « sa famille », comme si ce mot effaçait 12 ans. J'ai donc accepté. Nous nous sommes rencontrés le lendemain dans un café tranquille près de la rivière. Je suis arrivé le premier et j'ai choisi une table près de la fenêtre. Varity est privée avec un grand sac en cuir et cette expression fatiguée qu'ont les gens qui portent un foyer à bout de bras. Elle ne m'a pas serré dans ses bras. J'ai apprécié cela. Merci d'être venu, a-t-elle dit en s'asseyant en face de moi. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? Elle a pris une inspiration. Tout d'abord, je dois te raconter ce qu'on m'a dit. C'est à ce moment-là que le sol s'est dérobé sous mes pieds. Varity m'a expliqué que la famille de Dake m'avait toujours décrit comme le frère qui s'était enfui. Pas abandonné,
pas laissé derrière, enfui. Ils ont dit que tu avais volé de l'argent dans l'entreprise de ton père, a-t-elle dit avec précaution. Ils ont dit que tu avais refusé toute aide. Ils ont dit qu'ils avaient passé des années à te chercher, mais que tu ne voulais rien avoir à faire avec eux. J'ai scruté son visage, y cherchant de la cruauté. Il n'y en avait pas, seulement de l'embarras et de la honte. Mon père a dit que je l'avais volé? Elle a hoché la tête. Plus d'une fois lors de barbecues, de vacances, d'événements à l'église. Ta mère se taisait et tout le monde la traitait comme une sainte au cœur brisé. Je me suis adossé, mais la chaise me semblait trop petite pour ce que j'entendais. Variety a ouvert son ordinateur portable. J'ai commencé à chercher après avoir entendu ton podcast. Certains messages étaient encore publics. D'autres, je les ai trouvés grâce à de vieilles captures d'écran que les gens s'étaient partagées. Elle a tourné l'écran vers moi. Le premier message était de Marabel, s'il vous plaît, priez pour notre plus jeune, Keren. Il a quitté la maison le matin de ses 18 ans. Nous avons le cœur brisé et demandons à Dieu de le ramener sain et sauf. En dessous, Arlon avait écrit, j'ai essayé de l'élever correctement. Certains garçons fuient leurs responsabilités. J'ai fixé ces mots. Variety a fait défiler l'écran. Il y en avait d'autres. Un bulletin paroissial. Une page communautaire. Un message demandant si quelqu'un m'avait vu près des gares routières. Un autre arrivant pour affirmer qu'ils avaient contacté des refuges. Une cagnotte intitulée « Ramener Keren à la maison ». La photo qu'ils avaient utilisée datait de mes 15 ans, debout à côté de Dake, vêtu d'une chemise en flanelle dont je me rappelais avoir horreur. Le montant total récolté était de 3 842 $. J'ai vu des noms en dessous, des voisins, des membres de l'église, l'un de mes anciens enseignants, des gens qui m'auraient peut-être aidé s'ils avaient su que j'étais à 3 kilomètres de là, en train de me laver le visage dans les toilettes d'une station-service. Je n'ai pas parlé pendant un long moment. Variety a dit, je suis désolé. De quoi? De les avoir crus. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance, mais cela en avait. Elle m'a dit qu'elle avait confronté Dake après avoir tout lu. Au début, il les avait défendus. Il avait dit qu'il devait y avoir un contexte, que les parents faisaient des erreurs, qu'elle savait comment était leur père. Puis elle lui avait posé une question, si Callum avait 18 ans et disparaissait, attendrais-tu qu'il revienne en rampant? Callum était leur fils. Dake n'avait pas eu de réponse. Variety m'a aussi révélé la vérité sur l'argent. Leurs enfants allaient bien. Son opération chirurgicale, celle à laquelle Marabel avait fait allusion, était couverte par l'assurance. L'urgence ne concernait pas la famille de Dake. C'était Arlon et Marabel. Des prêts douteux, des impôts impayés, des dettes d'entreprise, une maison au bord de la saisie immobilière. Des années à prétendre que tout allait bien tout en empruntant discrètement à quiconque croyait encore à leur version des faits. Ils t'ont contacté après l'avis de saisie, a dit Variety. Pas avant. C'était là, net et laid. Je l'ai remercié, même si ma voix ressemblait à peine à la mienne. Puis j'ai conduit jusqu'au vieux garage de Roscoe parce que je ne me faisais pas confiance pour rentrer chez moi. Roscoe était décédé 2 ans plus tôt, mais je gardais toujours certaines de ses affaires dans une armoire verrouillée chez Trolline. Ce soir-là, j'ai ouvert la vieille boîte métallique où il stockait les reçus, les bons de travail et les carnets portant des dates écrites dans un coin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cherché. Peut-être qu'une partie de moi cherchait une raison supplémentaire de ne pas me sentir fou. Dans un carnet noir de 2012, je l'ai trouvé. L'inscription disait « Appelez le père ». Lui est dit que le garçon dort dans la pièce du fond. Le père a dit « Bien. Peut-être qu'il apprendra. » À raccrocher. Glissé derrière cette page se trouvait un reçu de courrier recommandé distribué, signé par H. Voss. Je suis resté assis sur le sol en béton, ce carnet sur les genoux, jusqu'à ce que les lumières de l'atelier s'éteignent grâce à leur minuterie. Le mot dans ma poche m'avait dit qu'ils étaient partis. Le carnet de Roscoe me prouvait qu'ils savaient où j'avais atterri et qu'ils étaient restés à l'écart malgré tout. En thérapie, Mélissa appelait cela un système familial qui protège son histoire. Quelqu'un porte la faute pour que tous les autres puissent rester innocents. J'ai compris à ce moment-là. Je n'avais pas été oublié. J'avais été réécrit. Vous est-il déjà arrivé que quelqu'un réécrive votre histoire alors que vous étiez occupé à survivre? Cela a fait plus de mal que le silence n'en ferait jamais. À minuit,
l'enveloppe bleue était posée sur mon bureau, à côté du carnet de Roscoe. Pendant des années, j'avais recherché leur approbation. Une carte d'anniversaire, un appel téléphonique, une phrase qui ressemble à de l'amour. Ce soir-là, j'ai cessé de vouloir leur approbation. Je voulais la vérité. Et pour la première fois, j'étais prêt à me battre pour elle. Au moment où mes parents ont réalisé qu'ils perdaient le contrôle du récit, ils ont cessé de prétendre qu'ils étaient désolés. La première menace est arrivée 2 matins après que Variety m'a montré ses publications. Elle venait de Harlon. Pas de « fiston », pas de « discutons », pas de « ta mère souffre ». Juste un objet qui disait « tu dois arrêter ». Je l'ai ouvert dans mon bureau avant la première réunion d'équipe. Le message était rigide, en colère et rempli du genre de tournure que les hommes utilisent lorsqu'ils veulent paraître raisonnables tout en tenant une allumette près d'un réservoir d'essence. Tu nuis à cette famille. Tu propages des demi-vérités. Tu n'as aucune idée de ce que ta mère et moi avons traversé. Si tu poursuis cette humiliation publique, nous envisagerons des poursuites judiciaires. Je l'ai lu une fois. Puis une autre. Le plus étrange, c'est que je n'ai pas eu peur. Pas comme j'aurais eu peur à 18 ans. À l'époque, une seule phrase cinglante de mon père pouvait m'amener à m'excuser de respirer trop fort. Maintenant, je ressentais quelque chose de plus pur. De la clarté. J'ai imprimé l'email, je l'ai daté et je l'ai placé dans un dossier déjà épais, l'enveloppe bleue, le mot d'origine, la résiliation du bail, l'email de l'école, les relevés téléphoniques, les captures d'écran de la cagnotte, la page du carnet de Roscoe, le reçu du recommandé. Pendant la moitié de ma vie, on m'a dit que tout conserver faisait de moi un obsessionnel. C'était peut-être vrai, mais le papier était devenu mon témoin quand les gens décidaient que la mémoire était négociable. Cet après-midi-là, j'ai rencontré Audra Wynne, une avocate recommandée par l'ancien comptable de Roscoe. Son bureau se trouvait au-dessus d'une agence de courtage, avec une moquette simple et des murs dépouillés. Elle a lu en silence pendant près d'1 heure, tandis que j'étais assis en face d'elle, les mains croisées pour ne pas m'agiter. Quand elle a eu fini, elle a tapoté le dossier du doigt. « Keren, a-t-elle dit, ne réponds pas de manière émotionnelle à tout cela. Je ne comptais pas le faire. Bien, parce que ton père essaie de t'entraîner dans une querelle de famille. Nous allons rester dans le domaine des dates, des documents et des faits. » Cela m'a fait l'effet d'une bouffée d'air après une longue apnée. Elle m'a dit de conserver chaque message vocal, chaque email, chaque capture d'écran, de ne passer aucun appel téléphonique à moins qu'il ne soit enregistré avec consentement, de n'accepter aucun rendez-vous privé, de ne verser aucun argent et de ne signer aucun document. Les gens comme eux s'appuient sur la confusion, a-t-elle expliqué. Rendez tout limpide. Pendant que j'apprenais à structurer ma défense, Variety menait une autre bataille chez elle. Elle m'a appelé 3 soirs plus tard, à voix basse. Dake avait confronté nos parents, les avait interrogés sur la cagnotte, sur le mensonge prétendant que j'avais volé de l'argent, et leur avait demandé pourquoi personne n'était venu au garage de Roscoe après cette lettre recommandée. Harlon avait explosé. Selon Variety, il avait dit « Ton frère t'empoisonne ». Ce garçon a toujours su jouer la victime. Ce garçon. J'avais 30 ans, je dirigeais une entreprise, je versais des salaires à des hommes qui avaient eux-mêmes des familles à nourrir. Et mon père parlait encore de moi comme s'il s'agissait d'un problème qu'il avait égaré. Puis, Dake a fait quelque chose que je n'attendais pas. Il est venu me voir. Pas de restaurant cette fois. Il m'a rejoint devant Trulin après la fermeture, debout près de sa camionnette, les 2 mains dans les poches de son manteau. « Je t'ai abandonné », a-t-il dit avant même que je puisse lui demander pourquoi il était là. J'ai attendu. Il avait l'air épuisé, fatigué d'une manière que le sommeil ne résoudrait pas. « J'en savais assez », a-t-il dit. Peut-être pas tout, mais assez. Et j'ai laissé papa me dicter la vérité parce que c'était plus facile que de te demander ce qui t'était arrivé. Ce n'était pas du pardon, mais c'était la première chose honnête qu'il m'offrait. Le lendemain, Harlon a envoyé un autre email. Celui-ci contenait une pièce jointe, keren-remboursement.xlsx. Je l'ai ouvert avec Audra en haut-parleur. Nourriture, services publics, vêtements de rechange pour l'école, visites médicales, hébergement et repas. Il avait conçu un tableur de ce qu'il estimait que je lui devais pour m'avoir élevé. Vers le bas se trouvait cette ligne, 18e anniversaire, $0. J'ai ri une fois, non pas parce que c'était drôle,
mais parce que certaines choses sont si laides que votre corps refuse de les prendre au sérieux. Audra a dit, transfère-le-moi. C'est ce que j'ai fait. Cette même semaine, Arlon est entré chez Trouline sans rendez-vous et a dit à ma réceptionniste, Tanson, dites-lui que son père est là, l'homme qui l'a fait. Elle m'a appelé depuis l'accueil. Sa voix était calme, mais j'y ai décelé une mise en garde. Je l'ai fait entrer dans la salle de réunion vitrée, caméras allumées, porte ouverte. Ses yeux se sont posés sur la photo de Roscoe accrochée au mur. « C'est qui ce foutu Roscoe Bell ?» a-t-il demandé. J'ai regardé la photo, puis je l'ai regardée à nouveau. L'homme qui était là. Pour une fois, Arlon n'a pas trouvé de réplique immédiate. À la fin de cette semaine-là, Audra a proposé une médiation officielle, pièce neutre, tous les documents originaux présents, aucune discussion parallèle. J'ai accepté. La veille, j'ai ouvert le tiroir de mon bureau et déplié le mot. Tu vas te débrouiller. 12 ans plus tôt, ces mots avaient été une condamnation. Maintenant, ils étaient une preuve. Si vous étiez assis à ma place, auriez-vous révélé la vérité ou auriez-vous passé votre chemin pour protéger votre tranquillité d'esprit? Je ne voulais plus d'excuses. Je n'avais plus besoin d'approbation. Je voulais simplement fermer la porte à leur version de mon existence. Je pensais que cette médiation mettrait enfin un terme à ce cauchemar. Au lieu de cela, elle est devenue la journée la plus éprouvante de ma vie. Le centre de médiation semblait bien trop propre pour ce qui s'y préparait. Des murs blancs, de la moquette grise, une coupelle de bonbons à la menthe emballée sur le bureau d'accueil, une musique douce diffusée à un volume suffisamment bas pour faire mine que tout le monde à l'intérieur était raisonnable. Audra m'a retrouvé dans le couloir, un dossier mince sous le bras. « Souviens-toi, » a-t-elle dit, « tu n'as pas à justifier ta douleur. Nous sommes ici pour les faits. » J'ai hoché la tête, mais mes mains restaient crispées sur la poignée de ma mallette. Dake et Varity sont arrivés quelques minutes plus tard. Dake semblait ne pas avoir fermé l'œil. Varity lui a serré la main une fois avant que nous n'entrions dans la salle de conférence. Arlon et Marabelle étaient déjà assis en face de nous. Ma mère paraissait plus petite que dans mes souvenirs. Pas mon père. Il se tenait droit, la mâchoire serrée, affichant la même expression que lorsqu'un garagiste lui remettait un devis qu'il refusait de régler. Audra a exposé les règles, une seule personne parle à la fois, aucune menace, aucune interruption, chaque élément consigné par écrit. Arlon a attendu environ 30 secondes avant de violer l'esprit de chaque directive. Tout cela est ridicule, a-t-il dit. Nous sommes ses parents. Nous avons fait des erreurs, mais il a transformé des affaires de famille privée en un cirque public. Marabelle s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. Puis Arlon a fait glisser un dossier de l'autre côté de la table. De vieux emails, des captures d'écran recadrées. Un message imprimé datant de mes 17 ans, où j'avais écrit un jour à Dake, j'ai trop hâte de partir de cette maison. Arlon a tapoté la page de 2 doigts, est-ce que cela ressemble à un garçon qui a été abandonné? Il voulait s'en aller. Maintenant qu'il est riche, il a soudainement une histoire tragique à nous vendre. Pendant une seconde, la pièce a tangué. Non pas parce que je le croyais, mais parce qu'il avait pris une phrase vraie écrite par un gamin blessé pour la présenter comme une preuve. Dake fixait le papier, ébranlé. Varity a murmuré son nom. Audra n'a pas élevé la voix, Monsieur Voss, nous pourrons parler de réputation une fois que nous aurons abordé la chronologie des faits. Elle a ouvert son dossier, résiliation du bail, résiliation du forfait de téléphone, email de l'école, compte bancaire vidé, capture d'écran de la cagnotte, formulaire de cautionnement, tableur où mon père me facturait le coût de mon éducation. Un à un, les éléments de sa version ont commencé à s'effondrer. Alors Arlon s'est penché en avant, tu crois que le papier fait de toi un homme? Tu crois que l'argent te rend meilleur que ta famille? Cette vieille attaque m'a touché en plein cœur. Audra a plongé la main dans le dossier et a posé la page du carnet de Roscoe sur la table. À côté, le reçu du courrier recommandé reçu et signé par H. Voss. L'atmosphère de la pièce a changé. Audra a regardé mon père et a demandé lentement, après que M. Bell vous a informé que votre fils de 18 ans dormait à l'arrière de son garage, êtes-vous allé le chercher? La bouche de Arlon s'est ouverte. Aucun son n'en est sorti. Marabelle a baissé les yeux vers ses mains. Audra a attendu. Le silence a fait office de réponse. J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti l'enveloppe bleu marine. Ses bords étaient adoucis par des années de manipulation et de dissimulation.
Je l'ai posé au centre de la table. C'était mon 18e anniversaire, ai-je dit. Personne n'a touché l'enveloppe. J'ai déplié le papier moi-même, tu vas te débrouiller. Mon père a été le premier à détourner les yeux. Je m'attendais à ce que la colère m'envahisse. Au lieu de cela, ce qui est venu était un sentiment plus stable, plus ancré. Tu avais raison sur une chose, ai-je dit. Je me suis débrouillé. J'ai appris à travailler, à construire, à conserver des traces, à faire confiance lentement, et à répondre au téléphone quand quelqu'un avait besoin d'aide. Je les ai regardés tous les deux. Ce que je n'ai jamais compris, en revanche, c'est comment un parent peut apprendre que son enfant dort dans un garage et choisir l'orgueil plutôt que la compassion. Le visage de Arlon a rougi. Tu laisserais tes propres parents tout perdre? Non, ai-je répondu. Vous aviez déjà tout perdu avant même qu'il n'entre dans cette pièce. C'est à ce moment-là qu'il a définitivement perdu son calme. Il a rejeté la faute sur l'économie, sur Daké, sur Varity, sur Roscoe, sur moi, sur tout le monde sauf sur lui-même. Audra a refermé le dossier. La médiation s'est achevée sans transaction financière, sans signature, sans pardon. Juste des limites juridiques et un avertissement écrit stipulant que tout harcèlement ou toute fausse déclaration future recevrait une réponse officielle par voie légale. Dehors, Daké m'a arrêté sur le parking. Je suis désolé, a-t-il dit. Cette fois-ci, il n'a pas cherché d'excuses, et cela comptait beaucoup. J'ai regardé en direction de la rue, inspirant un air qui me semblait plus frais et plus pur qu'en entrant. Si vous aviez été dans cette pièce, auriez-vous pu pardonner à un parent qui vous savait sans abri et avait choisi de ne pas venir? Je ne le savais toujours pas, mais je savais une chose, j'en avais fini de porter le poids de l'image qu'ils avaient construite de moi. Quelques mois plus tard, je me tenais devant un bâtiment qui n'aurait pas dû exister. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait réellement une famille. Ce bâtiment était autrefois un petit entrepôt de meubles en périphérie de la ville. Rien d'extraordinaire. Des murs en briques, un quai de déchargement fissuré, des mauvaises herbes qui poussaient à travers le vieux parking, le genre d'endroit devant lequel la plupart des gens passaient sans y prêter attention. Mais quand je me suis tenu devant cet après-midi-là, mon casque de chantier à la main, j'ai vu bien plus que des fenêtres condamnées par des planches et des charnières rouillées. J'ai vu une porte, une vraie, de celles qui s'ouvrent pour des jeunes qui ont passé trop de temps à la porte d'endroits où l'on ne voulait pas d'eux. Nous l'avons appelée la Roscoe Bell House. Pas d'après mon nom, pas d'après Trouline, mais d'après l'homme qui m'avait tendu un balai avant de m'offrir un petit déjeuner, car il avait compris une chose que mon père n'avait jamais comprise, une personne en difficulté n'a pas besoin de discours dans un premier temps. Elle a besoin d'une chance. L'enseigne a été posée en septembre. Sous le nom, Audra a suggéré une phrase simple pour la plaque de l'entrée principale, personne ne devrait avoir à se débrouiller seul. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'ai dû m'éloigner un instant. Non pas parce que la douleur était la même, car elle ne l'était plus. C'était la part étrange de la guérison. Ces mots qui m'avaient autrefois donné l'impression d'une porte claquée au nez étaient devenus quelque chose que je pouvais transformer pour l'offrir à quelqu'un d'autre avec bienveillance. La maison disposait de 8 petites chambres, d'une cuisine partagée, d'une buanderie, d'une salle d'atelier pour l'apprentissage et d'un bureau où de jeunes adultes pouvaient obtenir de l'aide pour leurs papiers d'identité, leurs demandes d'emploi, les formulaires d'école professionnelle. L'ouverture de comptes bancaires et les démarches de base que personne ne vous enseigne lorsque vous essayez simplement de survivre jusqu'au matin. Nous ne les appelions pas des dossiers. Nous les appelions des résidents. C'était un détail très important pour moi. Le jour de l'inauguration, certains membres de mon équipe sont arrivés tôt pour installer des chaises pliantes. Boone a posé des étagères dans l'atelier d'outillage et a fait mine de ne pas être ému lorsque je l'ai surpris en train de s'essuyer le visage avec sa manche. Varity a apporté du café, des assiettes en carton et une sérénité en laquelle j'avais appris à avoir confiance. Daké est arrivé avec son fils, Callum, et s'est tenu d'abord vers le fond, comme s'il n'était pas sûr d'avoir mérité le droit d'être proche. Je l'ai laissé décider de sa place. Cela faisait partie de notre apprentissage. Lentement, prudemment, sans faire comme si le passé était plus insignifiant qu'il ne l'était. Mes parents n'étaient pas là. Par l'intermédiaire d'Audra, je savais qu'ils résidaient toujours dans leur état d'origine. Ils avaient cessé tout contact direct avec moi après la médiation. La saisie de la maison s'était concrétisée. L'entreprise de Arlon avait été liquidée sans bruit, comme c'est souvent le cas pour les affaires en déroute. Après des années à s'être maintenu sur de l'orgueil,
Marabel a envoyé une lettre via Audra 6 mois plus tard. Elle y écrivait qu'il suivait une thérapie. Elle disait qu'il comprenait pourquoi je voulais garder mes distances. Elle ne demandait pas d'argent. J'ai gardé la lettre, mais je n'ai pas répondu. Certains qualifieraient cela de froid. Moi, j'appelle cela de l'honnêteté. Prendre ses responsabilités n'est pas une clé qui ouvre toutes les portes. Parfois, c'est simplement la première chose décente que quelqu'un fait après une vie entière de torts commis. Un soir, une semaine après l'ouverture de la Roscoe Bell House, Dake est passé seul à mon appartement. Pas d'urgence, pas de demande, pas de culpabilisation. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine pendant que la pluie tapotait contre la vitre. Il a dit, « Je suis désolé de les avoir laissés me rendre insensible à ta souffrance. » Cette phrase était différente de toutes les excuses précédentes. Pas de justification. Pas de « j'étais jeune ». Pas de « papa était dur avec moi aussi ». Juste la vérité. Je l'ai regardé pendant un long moment et j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de le punir pour me protéger. Cela ne signifiait pas que tout était réparé. Cela signifiait simplement qu'il avait enfin cessé de me demander de porter ce qui lui appartenait. Nous repartons d'ici, ai-je dit. Il a hoché la tête. C'était suffisant pour cette nuit-là. Plus tard, après son départ, j'ai ouvert le tiroir où je gardais l'enveloppe bleu marine. Le mot s'y trouvait toujours, tu vas te débrouiller. Pendant des années, j'ai pensé que conserver ce papier signifiait que j'étais bloqué. Mais je le comprenais différemment maintenant. Ce n'était pas un monument érigé en l'honneur de ce qu'ils avaient fait. C'était le témoignage de ceux qui n'avaient pas eu le dernier mot. La semaine suivante, un jeune homme de 17 ans nommé Mason a emménagé à la Roscoe Bell House. Un gamin en colère, silencieux, le genre à garder son sac à dos à portée de main, même en mangeant. Pendant le dîner, je l'ai vu glisser un pot de beurre de cacahuète dans la poche de son sweat à capuche. Personne d'autre ne l'a remarqué. Je me suis approché, j'ai ouvert le garde-manger, j'ai pris un autre pot et je l'ai posé à côté de lui. Tu n'as pas besoin de cacher de la nourriture ici, lui ai-je dit. Ses yeux se sont embrumés, mais il s'est vite détourné. Je l'ai laissé préserver sa pudeur. Quelques jours plus tard, nous lui avons remis son kit d'accueil. À l'intérieur se trouvait une petite enveloppe bleue, pas marine, plus claire, plus douce. Il l'a ouverte assis à la table de la cuisine. La carte à l'intérieur indiquait « Quelqu'un croit en toi ». Keren Voss. Il l'a contemplé longuement. Je savais qu'il valait mieux ne pas lui demander ce qu'il ressentait. Certaines choses ont besoin d'espace avant de pouvoir se transformer en mots. On me demande parfois si je pardonne à mes parents. La vérité est que je n'ai pas de réponse catégorique. Peut-être un jour, peut-être jamais. Mais le pardon n'est pas ce qui m'a sauvé. Ce sont les limites qui m'ont sauvé. Le papier m'a sauvé. Le travail m'a sauvé. Roscoe m'a sauvé d'une manière dont il ne s'est jamais vanté. Et, finalement, je me suis sauvé moi-même. J'ai encore des jours difficiles. Je vérifie toujours 2 fois les verrous. Je n'aime toujours pas le jour de mon anniversaire. Certaines blessures ne disparaissent pas simplement parce que la vie s'améliore, mais elles n'ont plus le pouvoir de me définir. Avez-vous déjà dû bâtir votre propre famille après avoir été blessé par celle dans laquelle vous êtes né? Si c'est votre cas, j'espère que vous garderez ceci à l'esprit, vous n'êtes pas ce qu'ils ont abandonné. Vous êtes ce que vous construisez après.